président Patrice Talon et le prince Mohammed Ben Salman partagent la même vision, monde multilatéral dans lequel l'Arabie Saoudite a un rôle essentiel à jouer pour la stabilité du monde, mais aussi pour le bon fonctionnement des institutions internationales. Nous espérons que dans les semaines, mois à venir, vous aurez l'occasion de revenir encore ici, accompagner des investisseurs saoudiens, mais aussi pour votre propre plaisir, parce que nous voulons que le Bénin devienne ce partenaire fiable de l'Arabie Saoudite sur le continent africain. Dans un premier temps, nous avons parlé de ce que nous faisons au président. Dans le domaine de la santé, nous réalisons les évacuations sanitaires. Nous faisons des missions médicales en fait sur place ici pour soulager la population. Nous participons au transfert de compétences en appuyant des médecins pour des stages à l'étranger, spécialement en Turquie. En fait, on a un réseau de partenaires en Turquie dans le milieu médical, une vingtaine d'hôpitaux partenaires dans l'ensemble. Donc, on a essayé d'expliquer au Conseil économique et social comment nous pouvons travailler ensemble, en quoi ils peuvent être utiles pour nous, pour qu'on puisse accompagner en fait la santé des populations, qu'on puisse participer à l'amélioration des soins de santé aux populations. On a eu une très belle discussion, en fait une discussion assez précise. On a expliqué aussi au Conseil économique et social notre satisfaction de l'hôpital de référence qui est en construction à Bomé-Calavi, puisque nous, on travaille dans toute la région, on évacue des patients depuis la Côte d'Ivoire, le Togo, un peu partout dans la région. Donc, ce serait pour nous un bonheur de pouvoir rediriger en fait tous ces patients qui partaient de ces pays pour la Turquie vers le Bénin si vraiment les fruits tiennent la promesse en fait des fleurs. Donc, on attend l'ouverture de l'hôpital avec impatience. La deuxième chose, on veut voir avec le Conseil économique et social comment nous identifier des zones géographiques, dans des zones géographiques données des pathologies en fait spécifiques pour qu'on puisse les étudier, voir dans quelle mesure nous pourrions organiser des missions médicales pour soulager en fait ces populations-là. En 2016, coup de temps, alors il faut qu'à papa mais non tonton mais non taille ban. Mais ça alors aller les dire alors quand on met le té à quoi dire mon dit. Mathieu a talent hein. Puisqu'il y a trop fait pour ce pays, trop fait encore pour Zogodomé. Affaire de GIZ, on a été visité assez frais, mais ce qu'on a vu là-bas, là, je ne parle plus des autres. Hein. Oh, des milliers de jeunes filles comme garçons en train de travailler. Le premier ridicule de Domé a été réhabilité sur près de 540 hectares. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui se sont installés, qui travaillent là-bas, qui apportent de plus pour la commune de Sogodomé. Il y a aussi la voie bitumée Wedenu-Sogwaliho qui a été réalisée en son temps. Surtout les concours. Il n'y a plus de grève perlée en désordre. Cette tournée gouvernementale a permis à ceux qui ne sont pas encore bénéficiaires de certaines choses d'être informés. Nous avons constaté qu'il y a de la discipline et de la soif. La population attendait cette tournée gouvernementale parce qu'elles ont compris qu'il y a des choses qui sont en train d'être faites, mais il y en a également qu'elles n'ont pas comprises. Les populations nous ont identifié quelques-unes de leurs préoccupations qui ne cessent de ressasser. Nous leur avons démontré que celui qui part de la route, celui qui a besoin de l'eau, celui qui manque d'électricité, l'électricité à la porte, l'abreuvage des bêtes pour que les producteurs ne viennent pas s'installer. Nous sommes sur le chemin. Il y a déjà des faibles témoins où la sédentarisation est déjà une réalité. Maintenant, il ne reste qu'à mettre à l'échelle. Ne lâchez pas, vous devez pouvoir continuer pour que la suite soit une suite dans la même dynamique que la dynamique de Talon. Ça a été entendu à plusieurs reprises à notre satisfaction. Ça fait plaisir parce que la victoire, on cherchait il y a longtemps. Et Dieu merci, on a fait 2-2. Je suis très content de ça. Si déjà ça a été travaillé, parce que dans le match, on savait très bien que Steve gagnait presque tous les duels. Et ils ont mis Adjaï sur Steve.
Et bien avant l'occasion, Steve m'a appelé, il m'a dit, vu qu'Adjaye est tout le temps sur moi et il gagnait, c'est du 50-50, il gagnait les duels sur Steve. Steve, on a trouvé d'autres stratégies, Steve m'a dit, il laisse passer le ballon. Donc bien avant l'action du but, on a eu le même truc. Et Steve a laissé passer le ballon, dommage, je l'ai raté. Donc, le second coup, je me suis caché dans le dos du défenseur. Et dès que Steve a laissé passer le ballon, j'ai surgi et je lui ai piqué. Mais bien avant de tirer, j'ai eu une alerte aux ischios. Mais j'ai quand même fini l'action parce que je me suis dit, au moins si je sors, j'ai quand même remis mon équipe dans le droit chemin. Et voilà, je n'ai pas voulu prendre de risque, je suis sorti. On se sent bien. Et comme vous l'avez vu, nos 2 matchs de préparation en France, on avait fait bonne figure, donc on a dit qu'on devait continuer sur cette lancée. Donc du coup, on a maintenu le cap et ça donnait ce que ça donnait. Oui, on avance, on progresse ensemble. C'est vrai que le groupe avait beaucoup changé à l'arrivée du nouveau coach, mais aujourd'hui on commence à se connaître, on commence à régler les petites erreurs qui ont fait qu'on avait perdu pas mal de matchs par le passé. Et voilà, c'est un groupe entier qui progresse avec beaucoup de jeunes. Je ne dirais pas qu'il a trouvé, mais on essaie de donner le meilleur de nous. Parce que le plus important, ce n'est pas Momo et Cédric, c'est le pays. On est prêt à mouiller le maillot, c'est le plus important. Et on l'avait dit, de toute façon, à partir du moment où tu prends des jeunes au départ, forcément il va falloir être patient et aujourd'hui la patience porte ses fruits. Nous on ne pense pas à la Coupe du Monde, on pense à gagner. Parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas renoué avec la victoire. Nous on veut gagner. On veut gagner et partir de l'avant. Peu importe ce qui arrivera, nous on veut gagner et rendre le peuple béninois fier. J'avais prédit hier 2-1 en faveur du Bénin et ça s'est passé tel que je l'avais prédit. Et je remercie l'encadrement technique et le ministère même qui a su faire son travail et les joueurs. Sans vous mentir, j'étais content, j'étais heureux hier. J'avais prédit 2-1 et ça s'est passé. Donc les joueurs, celui qui a fait le choix de ces joueurs-là, il connaît quelque chose. Jusqu'à aller gagner le Nigeria, ce n'est pas donné à toutes les équipes. Avec le Bénin, vraiment, c'est une victoire merveilleuse. Je les remercie, je remercie. Et l'encadrement technique, surtout leur entraîneur. Et les dirigeants actuels du football n'ont qu'à savoir qu'ils ont au moins une équipe vraiment talentueuse. Ces joueurs-là sont talentueux. Je n'ai jamais regardé le match, sans vous mentir. Quelque part, hier, j'ai écouté ça à la radio, mais visuel, là, je n'ai pas regardé. Mais ce que j'entends, ça me prouve que ces joueurs-là sont talentueux. Donc, comment faire maintenant pour les garder, pour que le talent persiste, juste au moins 5 ans, 10 ans, avant qu'on ne trouve d'autres pour les remplacer. C'est ça le problème que le Bénin a. D'abord, hier, j'ai dit chaque fois ici que le Bénin fait des surprises. Ce que tu ne sais pas que ça va marcher. Actuellement, le Bénin, le football béninois, ça marche. Si quelqu'un dit que ça ne marche pas, je dis non. Le football béninois, ça marche. D'abord, le championnat qui roule chaque fois. Avant d'avoir les joueurs, il faut avoir le championnat. Quand le championnat est régulier, c'est fini, on a des joueurs. Et là où nous sommes présentement maintenant, je vais donner quelque chose, je vais dire quelque chose sur le match d'hier. D'abord, on n'a jamais gagné le Nigeria. Dieu merci que les jeunes là, qui sont là, ils ont fait tout possible, on a fait 2-1. Je suis dans la joie. Nous sommes tous la joie. Tous les supporters béninois sont dans la joie. Et je remercie tous les membres de la Fédération béninoise de football. Parce qu'ils sont en train de travailler. Et d'abord l'entraîneur aussi. Quand tu veux faire de bonnes choses, il faut avoir de bons entraîneurs. Quand tu n'as pas de bons entraîneurs, tu ne peux pas faire de bonnes choses. Quand tu veux jouer le football, allez chercher les bons entraîneurs et tu vas trouver le bon football. Actuellement maintenant, le gouvernement investit. Je n'ai jamais vu. Moi, je dis la vérité. Je n'ai jamais vu un gouvernement qui a donné 60 millions à chaque club pour le football béninois. Chaque club a 60 millions. Il a les clubs qui ont 40 millions. Il a les clubs qui ont 15 millions. Il a les clubs de points qui ont 60 millions chaque fois pour le championnat béninois. D'abord, je dis bravo à quelque part. Moi, je ne suis pas là pour dire n'importe quoi. Bravo à quelque part. Et le championnat va terminer. Je sais que ça fait 4e, ça reste 4 journées, ça va terminer. Et le reste, ils vont encore prendre. Et je dis bravo au gouvernement de ce côté-là. J'ai été très enchanté par rapport à la victoire des Guépards. Je félicite d'abord le président de la Fédération béninoise de football.
Je félicite le ministère du Sport. Je félicite le président de la République, Patrice Talon, Attaran Guillaume. Parce qu'il faut quand même que nous évoluions. Nous avons les éléments qu'il faut. Nous avons des stars en football. Donc, comme ils sont en train de travailler, parce qu'il faut remercier le président Talon. Quand il est venu, nous avons été juste en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations dans ce pays. Donc, c'est pas maladresse que nos joueurs n'ont pas pu gagner le Sénégal. Ils pouvaient le faire. Et nous avons appris qu'ils ont fait preuve de légèreté en son temps, à la veille du match, n'est-ce pas? Donc, je voudrais vous dire que merci au départ, merci au président de la Fédération de football, merci à M. Patrice Talon. C'est le sérieux qui a changé, la manière de faire le sport. Le président de la République, M. Patrice Talon, a pris les choses en main. Le ministre des Sports a pris les choses en main. Le président de la Fédération de football, il a pris les choses en main. C'est ça le changement. Et nous n'avons peur d'aucune équipe. Nous pouvons gagner n'importe quel, même le Cameroun. Si nous sommes arrivés à faire match nul avec le Cameroun, dans le temps passé, on peut même gagner le Cameroun. Il suffit de se donner. C'est sur le terrain qu'on se donne. C'est cela. Derrière les portes de ce musée à Berlin, en Allemagne, un travail de mémoire est en cours. Le chercheur togolais Tofa Oiniko Maoussé s'efforce de retrouver des biens culturels du Togo. Depuis son arrivée, il a déjà recensé des œuvres majeures de la culture togolaise. Je suis arrivé à Berlin il y a seulement 6 mois. Je suis encore jeune et je suis au début de mon travail. Mais j'ai recensé déjà au moins, bon, les chiffres ne sont pas exacts, mais je sais que nous sommes au-delà de 1500 vers 2000 objets provenant de l'ancienne colonie du Togo. Parmi ces objets, on trouve des tam-tams parlant de la culture Ewe du sud du Togo et un collier traditionnel kabyé du nord du pays. Ces artefacts ont été transportés à Berlin pendant la période coloniale allemande au Togo entre 1884 et 1918. Là, nous avons un tam-tam. C'est le tam-tam parlant de nos ancêtres. Le tam-tam qui est utilisé pour envoyer des messages aux communautés. Donc c'est un atumpani. Des trésors culturels togolais sont donc conservés en Allemagne. Le Togo reste souvent dans l'ombre pendant que plusieurs pays réclament le retour de leurs œuvres culturelles d'Europe. Ce n'est pas simplement un objet, c'est une histoire, c'est une culture, c'est une vie, c'est un savoir que les gens vivent encore aujourd'hui. Pareil pour Atumpani. Restituer, c'est d'abord savoir ce qu'il faut rendre. Et ensuite, maintenant, à ceux à qui il faut restituer ont aussi le droit de s'informer d'abord sur tout le processus. Donc une communauté ne peut réclamer que lorsqu'elle est au courant que ces objets sont quelque part. Le chemin vers la restitution est encore long, mais les recherches en cours et les débats autour laissent espérer un avenir où ces trésors culturels pourraient retrouver leur place d'origine. Le président nigérian Bola Tinubu a prononcé un discours marquant à l'occasion de la journée de la démocratie mercredi, soulignant l'urgente nécessité d'un changement économique au Nigeria. Selon lui, l'économie du pays a désespérément besoin de réformes depuis des décennies. Il a décrit une économie déséquilibrée et construite sur une dépendance excessive aux revenus pétroliers. Le président a également évoqué les réformes en cours. Il a assuré qu'elles visent à établir une base solide pour la croissance future, en reconnaissant tout de même les difficultés qu'elles ont engendrées. Dans un registre plus positif, Bola Tinubu a annoncé des négociations fructueuses avec les syndicats sur un nouveau salaire minimum national, avec un projet de loi exécutif à venir pour formaliser ces accords. Cette nouvelle devrait apporter un soulagement significatif à une économie mise à l'épreuve par des grèves illimitées. La semaine dernière, les syndicats du secteur pétrolier menaçaient d'interrompre la production. À l'approche de l'Aïd al-Adha ou Tabaski, les moutons du Sénégal ont leur moment de gloire, mais pas n'importe lesquels. Les plus prisés sont les ladoum, pouvant peser jusqu'à 185 kg. Cependant, ils sont trop prestigieux pour être simplement consommés.
Bala Gadiaga, homme d'affaires et éleveur, en sait quelque chose. Il entretient une relation spéciale avec ses bêtes. Un excellent business et une passion. Parce que comme j'ai l'habitude de dire, quand tu es même stressé par le boulot ou bien par du n'importe quoi, quand tu te mets devant les moutons, tu es cool. Alors que leurs cousins seront sacrifiés cette semaine, les majestueux ladoums sont généralement achetés pour l'élevage de prestige et les concours de beauté. Ils sont reconnaissables à leur fourrure blanche éclatante. Il est issu d'une excellente famille. Son père s'appelait Capital. Donc il fut un excellent champion, très connu dans le monde de l'élevage. Sa maman aussi s'appelle Yacine Safar. Elle est toujours là, et puis une très grande championne. Son père s'appelle Major, son grand-père c'est Bâtonnier. C'est le premier mouton qui a fait une hauteur de 120, 1,20 m. Bala a affirmé qu'il ne vendrait pas son ladoum le plus cher pour moins de 40 millions de francs CFA, soit plus de 65 000 $. Comme lui, Moustapha Seck est un éleveur passionné. Il s'occupe des moutons de sa famille, dont son précieux ladoum nommé Sonko, en l'honneur du Premier ministre. Il est né à un moment où nous avons eu beaucoup d'espoir grâce à Ousmane Sonko, le Premier ministre. Nous savions que c'était un vrai patriote, un guerrier. Et c'est pour cette raison qu'il s'appelle Sonko. Avec une valeur pouvant aller jusqu'à 70 000 $, le ladoum incarne le prestige social au Sénégal. Par ailleurs, la Fédération nationale des acteurs de la filière ovine travaille sur son homologation. Le 11 juin 2024 restera gravé dans l'histoire du Soudan du Sud avec l'inauguration du stade national de Djouba. La mise en service du stade, présidée par le chef de l'État Salva Kiir, a réuni des milliers de personnes. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a aussi fait le déplacement pour ce moment historique qui a vu le premier match de qualification du Soudan du Sud pour le prochain mondial de football. Aujourd'hui, avec ce stade, nous envoyons un message d'espoir à tout le peuple du Soudan du Sud. Aujourd'hui, avec le football, nous unissons le monde. Nous unissons le Soudan du Sud, l'Afrique. Tous ceux qui aiment notre jeu, tous ceux qui aiment le football, tous ceux qui aiment la paix. Aujourd'hui, nous unissons tous ceux qui aiment l'unité. Et nous faisons cela ici, dans votre capitale, Djouba. En ce 11 juin 2024, je suis très heureux et très fier d'assister à ce jour et à un match historique. I join you today Je me joins à vous aujourd'hui pour célébrer l'inauguration de notre première installation sportive moderne, le Stade national de Djouba. Cet événement est un grand pas dans l'histoire de notre pays. Et cela montre notre engagement à atteindre l'objectif d'une nation juste et prospère. Cette journée mémorable s'est achevée par une défaite 3-0 du Soudan du Sud face au Soudan. Le Soudan confronté à une crise humanitaire sans précédent. L'Organisation internationale pour les migrations prévoit plus de 10 millions de personnes déplacées en raison de la guerre civile. Depuis avril 2023, de violents combats entre les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide ont forcé près de 7 millions de personnes à fuir leur foyer. Les femmes et les enfants représentent une grande partie des déplacés. Beaucoup ont fui vers le Tchad, le Sud-Soudan et l'Égypte. Au déplacement s'ajoutent également les risques de famine. Pour les experts, la saison des pluies risque de compliquer la situation et d'entraîner la propagation de maladies. Enfin, de nombreuses infrastructures ont été détruites, y compris des centres de santé, rendant l'aide humanitaire difficile. Les Nations Unies ont appelé à un arrêt immédiat des combats
pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire. C'est la stupeur et la tristesse qui règnent au Malawi. L'avion transportant le vice-président Solo Chilima et 9 autres passagers a été retrouvé ce mardi sans aucun survivant. Le président malawite, Lazarus Chakwera, a décrété un jour de deuil national. Dans chaque nation, nous avons toujours des dirigeants qui sont aussi des parents. Pas pour une personne, pas pour deux, mais pour de nombreuses communautés. C'est donc triste. C'est triste. Je sais qu'il est écrit dans la parole de Dieu qu'il y a un temps pour tout. Mais je dirais que c'est vraiment un moment triste pour nous. C'est triste d'entendre cette histoire, surtout pour la nation, étant donné que Solo Chilima a fait beaucoup de choses ici au Malawi. En tant que vice-président, il a aidé beaucoup de gens, même le gouvernement actuel. Je suis sûr que sans Solo Chilima, nous aurions pu nous retrouver dans une autre élection. Le mouvement pour la transformation unie, le parti de Solo Chilima, a critiqué la lenteur de la réaction du gouvernement après la disparition de l'avion. Bien que des divergences aient été signalées entre les deux hommes, le président malawite a rendu hommage à Solo Chilima lors d'une conférence de presse ce mardi, le qualifiant d'homme bon et de citoyen patriote. Le parti MK de Jacob Zuma cherche à bloquer le Parlement à l'issue des dernières élections législatives. Le parti politique de l'ancien président sud-africain a demandé au plus haut tribunal de l'Afrique du Sud d'empêcher le Parlement de siéger cette semaine au motif que le vote du 29 mai a été truqué. L'Assemblée nationale doit se réunir ce vendredi pour que les législateurs puissent prêter serment et élire leur président, leur vice-président et le président du pays. Le parti de Jacob Zuma est arrivé en 3e position, remportant 14,6% des voix, ce qui se traduit par 58 sièges sur une chambre de 400 sièges. Mais malgré son succès, la formation politique a menacé de boycotter le nouveau Parlement. L'ANC, le plus grand parti politique du pays, a perdu la majorité absolue aux élections. Le parti a recueilli à peine 40,2% des voix, soit 159 sièges contre 230 en 2019. Pour former une nouvelle coalition, l'ANC mène des négociations avec d'autres partis politiques. Ils n'ont plus que quelques jours pour se mettre d'accord et annoncer leur participation à un gouvernement, mais certains des plus petits partis se sont rejetés les uns les autres et il n'est pas encore sûr qu'un accord quelconque aura été conclu d'ici vendredi. La bataille politique post-électorale continue de secouer l'Afrique du Sud. Le parti dirigé par l'ancien président Jacob Zuma conteste les résultats des élections nationales. Le Umkhonto weZizwe, dit MK, a demandé mardi à la Cour constitutionnelle de suspendre la première séance parlementaire, dénonçant des irrégularités électorales. Le clan de Zuma, qui a récolté 14% des voix aux élections, n'a cependant pas avancé publiquement de preuves pour appuyer ces allégations. Rappelons que ces contestations surviennent alors que le Congrès national africain, ayant perdu sa majorité parlementaire pour la première fois en 3 décennies, cherche à former un gouvernement d'unité nationale. Alors que la Cour constitutionnelle est maintenant saisie de l'affaire, les enjeux sont élevés pour le pays. L'issue de ces contestations pourrait affecter le choix du prochain président sud-africain. Un vent d'espoir souffle à Gaza après l'adoption par le Conseil de sécurité de l'ONU d'un plan visant à mettre fin à la guerre entre Israël et le Hamas. Bien que les différentes parties l'ont accepté de facto, à Gaza, plusieurs s'inquiètent de la mise en œuvre de ce cessez-le-feu. Nous espérons que cette décision sera respectée par toutes les parties. Bien qu'il y ait eu plusieurs tentatives de cessez-le-feu, nous souhaitons que celle-ci soit effectivement mise en œuvre par tous, sans opposition. Nous espérons pouvoir revenir à Gaza. Cela suffit, nous sommes épuisés. La situation est indescriptible. La guerre doit cesser.
Nos enfants ont été tués et nous n'avons pas vu nos familles, nos neveux, nos frères, les personnes qui nous étaient si chères. Ils sont tous partis. Il ne nous reste plus que Dieu. La résolution adoptée lundi par 14 des 15 membres du Conseil de sécurité propose un plan de paix en 3 étapes, à savoir la cessation des hostilités, le retour des otages et enfin la reconstruction de Gaza.